Bonjour. Donc, je suis réputé avocat au barreau de Paris depuis une vingtaine d'années. J'interviens effectivement sur des problématiques de droits humains. Je suis également membre du conseil d'administration de l'association Sherpa qui travaille contre la criminalité économique et sur les problématiques de RSE au travers d'actions judiciaires un peu emblématiques. Le dossier des Gamalaki, par exemple, que vous devez avoir en tête. J'interviens aussi sur la défense et sur des plaintes pour un certain nombre de personnes ayant subi des tortures à l'étranger par des États ou des représentants d'États étrangers, dont la défense de Moustapha Adib ici présent. Je vous remercie d'abord votre association de cette invitation aujourd'hui, cette réunion, ce soleil magnifique. Alors sur la problématique qui nous occupe aujourd'hui, moi j'interviens très modestement sur le dépôt d'une plainte. Vous entendez pas grand chose? Si vous entendez là? Bon. Donc, pour ce qui me concerne aujourd'hui, en tout cas, à l'invitation de l'association marocaine des droits humains, on me demande de dire quelques mots sur la question de la compétence universelle des juridictions françaises pour poursuivre des actes de torture commis à l'étranger, par des étrangers, éventuellement sur des étrangers. Donc en deux mots, la question procédurale qui se pose pour nous est de savoir si les juridictions françaises peuvent poursuivre des auteurs étrangers pour des crimes de torture. La réponse aujourd'hui est une réponse positive. Nous pouvons le faire et l'ordre public français au visa de convention internationale et notamment de la convention internationale de New York contre la torture le permet et a été institué dans le code de procédure pénale un certain nombre de textes qui permettent aux juridictions françaises de poursuivre des auteurs ou des complices de crimes commis à l'étranger et notamment sur des crimes de torture, ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec une condition procédurale très particulière, à savoir que la personne, l'auteur ou le complice doit se trouver à un moment donné sur le territoire français pour que les juridictions françaises puissent les appréhender, puissent intervenir. Voilà. Donc vous avez entendu effectivement, du cabinet de Joseph Bréal vous en dira aussi un instant sur un autre dossier emblématique, mais ça pose des problèmes et ça a posé des problèmes diplomatiques extrêmement forts entre la France et le Maroc il y a quelques mois. Et nous avons aussi eu la même difficulté dans le dossier de Moustapha Adib, puisqu'il a fallu démontrer au moment où nous avons déposé cette plainte pour lui au mois de juin 2014 la présence d'auteurs et de complices sur le territoire français. Moustapha a pu se rendre à l'hôpital du Val-de-Grâce pour obtenir cette preuve, ce qui a entraîné effectivement encore une fois un incident diplomatique assez fort entre la France et le Maroc et des réponses marocaines et françaises, puisque le ministère des Affaires étrangères français est intervenu de manière assez forte dans ce dossier contre nous, a été immédiatement poursuivi, mis en garde à vue, fait l'objet aujourd'hui d'un certain nombre de citations. Donc on voit quand même que cette compétence universelle, qui est un bel instrument juridique, en pratique pose des problématiques évidentes de preuves et entraîne parfois des difficultés diplomatiques fortes avec des répercussions telles que je viens de vous les indiquer. Voilà en gros quelques mots que je peux prononcer en introduction sur cette présence et sur... En tout cas, je vous remercie encore une fois de cette invitation. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Ingrid Metton, je travaille pour le cabinet de maître Joseph Bréal, qui est spécialisé en droit de l'homme et droit international. Donc, je remercie la MDH de me recevoir aujourd'hui. Et je pourrais dire quelques mots aussi sur deux dossiers que nous avons au cabinet, qui sont des cas de torture qui ont été commis sur un Marocain, un Franco-Marocain, pour lesquels nous avons déposé plainte en France. Donc encore une fois, ce sont deux cas de compétences des juridictions françaises pour des crimes commis à l'étranger par des étrangers. Notre premier cas était, je dirais, le plus simple, dans la mesure où la personne était franco-marocaine. Donc dans ce cas-là, il y a une compétence des juridictions françaises, vu que la victime était française. Le
problème qui s'est posé, c'est que lorsque le cabinet a été saisi du dossier, cette personne était en prison au Maroc. Donc à ce moment-là, je pense que tout le monde ici est bien au courant de l'impunité qu'il y a malheureusement au Maroc concernant le crime de torture. Le cabinet a préféré ne pas entamer de démarche pour dénoncer les crimes de torture lorsque cette personne était toujours incarcérée au Maroc pour sa propre sécurité. Étant franco-marocaine, nous avons su demander son transfèrement et lorsqu'elle est arrivée en France, qu'elle a ensuite été libérée, nous avons pu porter plainte en France lorsque nous étions sûrs de sa sécurité. Donc nous avons porté plainte, comme je l'ai dit, selon la compétence de droit commun des juridictions françaises et la plainte est aujourd'hui à l'instruction. Peut-être ce qui vous intéresse plus aujourd'hui, c'est le cas de la compétence universelle. Nous défendons les intérêts de M. Nama Asfari, que peut-être certains connaissent ici, qui est un militant pacifiste pour l'indépendance du Sahara occidental. M. Asfari a été arrêté de façon illégale, a fait l'objet de traitements inhumains dégradants, d'actes de torture, et a été forcé de signer des documents dans lesquels il a avoué sa culpabilité. Il a toujours dénoncé lors de son procès au Maroc les traitements dont il avait été victime et le fait qu'il ne savait pas du tout quel document il avait signé. Il a toujours dénoncé ça de façon publique. Pourtant, ça n'a pas du tout été pris en compte et il a été condamné à 30 ans de prison. Peine qui court actuellement. L'élément intéressant est que la femme de M. Asfari est française. Et même si a priori, pour le moment, les proches des victimes de torture ne peuvent pas porter plainte en France, nous avons essayé. Nous avons soumis quand même la plainte au juge en espérant que le droit évolue. Nous sommes encore en attente de réponse. L'élément extrêmement intéressant qui s'est passé en février, c'est que le chef du contre-espionnage marocain s'est trouvé en France. Du moins, nous avons eu des éléments démontrant qu'il avait été en France, ce qui nous a donné compétence, ce qui a donné compétence aux juridictions françaises pour connaître une plainte contre ce monsieur Amouchi. Donc nous avons déposé plainte sur le même chef que la plainte de monsieur Maître Moutet, sur le chef de la compétence universelle, contre le chef du contre-espionnage marocain. J'imagine que beaucoup de personnes ici sont au courant des conséquences que cette plainte a eues. C'est-à-dire que le Maroc les autorités marocaines ont assez mal vécu ce qu'ils ont pris comme une trahison de la France et ont suspendu depuis toute coopération judiciaire entre la France et le Maroc. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs conséquences qui sont de grands obstacles pour nous, avocats, futurs avocates, qui déposons ce type de plainte. D'abord, les juges français ne peuvent plus coopérer avec leurs homologues marocains. Donc, si nous saisissons des juges français, ils ne peuvent plus maintenant mener à bien leur instruction sur le territoire marocain, puisqu'ils ne peuvent plus coopérer. Dans plein de domaines, tant les Français que les Marocains sont extrêmement atteints par cette suspension de coopération, puisqu'on ne peut plus demander de transfèrement de prisonniers, tout ce qui concerne l'adoption internationale, par exemple, est impossible, etc. Mais je voudrais juste citer, après je m'arrête et je vous laisserai poser des questions sur ce sujet-là. Je me suis récemment entretenue avec un futur confrère marocain et je lui ai exprimé ma peine quant à cette situation. Il m'a dit quelque chose d'extrêmement vrai et qui me donne foi en notre travail dans l'avenir. Il m'a dit des avocats qui font peur à des gouvernements sont des avocats qui font bien leur travail. Donc je suis Michel Lecaster, l'association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique soutient toutes les luttes d'émancipation des peuples en Afrique. Toutes les luttes contre les dictatures, pour le respect des droits de l'homme, les droits des femmes, le travail sur les droits des femmes.
contre tout ce qui est les rapports économiques entre les pays d'Afrique et la France. Donc nous, on travaille sur tous les pays d'Afrique. Donc en ce qui concerne les autorités marocaines, on a mené des luttes pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme sur des Marocains. Je me rappelle notamment toutes les cartes postales qu'on a envoyées à Brahim Safadi qui recevait ou pas à la prison de Kénitra. Également pour Mounia, le boxeur, le jeune boxeur aussi, qui a participé, Moudi Zakaria. Et donc, et puis pour Wafa maintenant, mais on a eu beaucoup plus, moi j'ai eu beaucoup plus l'occasion d'aller au Maroc et au Sahara occidental parce qu'on soutient la lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination. Donc j'ai eu l'occasion, les amis parleront eux de ce qu'il en est des droits de l'homme au Maroc et de leur évolution, s'il y en a. Mais moi je parlais de l'expérience qu'on a eue parce que j'ai été souvent observateur dans les procès de militants sahraouis depuis 2002 où je suis allée à Laayoune pour la première fois en 2002 assister à un procès et jusqu'à présent je suis allée à Agadir, je suis allée à Casablanca et je suis allée aussi au tribunal militaire de Rabat où j'ai assisté au procès des 24 militants sahraouis pendant 4 jours sur les 9 jours du procès. Jusqu'à présent on ne pouvait accéder aux salles d'audience dans des conditions plus ou moins rocambolesques, parce que souvent à Casablanca, les salles d'audience étaient des foires, la séance s'ouvrait, elle se refermait 5 minutes après, mais au moins on pouvait savoir ce qu'étaient les tribunaux marocains des justices inéquitables. La dernière expérience que j'ai eue, malheureusement, j'ai pas pu assister au procès de Wafa Charab. Je me suis trouvée à être au Maroc, ce n'était pas prévu comme ça, mais je suis allée à ce procès parce que nous avions décidé lors d'une réunion à Rennes avec nos amis marocains et amis sahraouis que nous allions aussi aller observer les procès des militants, les procès politiques des militants marocains. Quand je suis arrivée à Casablanca, à Tanger, j'ai été brutalement arrêtée par la police marocaine qui m'a retenue pendant 7 heures au commissariat de Tanger. Arrestation illégale, arrestation complètement arbitraire, en racontant des mensonges aux autorités françaises, notamment le procureur général qui dit à 16h, parce que j'ai un texto qui m'arrive de Radija Riadi qui me dit le procureur a dit que tu étais libéré, j'ai été libéré à 20h le soir. Donc les autorités qui mentent. J'ai demandé à ce que mon téléphone à l'ambassade de France ou au consulat, on a menti également. On a menti au ministère des Affaires étrangères en disant que j'avais refusé de présenter mes papiers, mon passeport, alors qu'il n'était pas question de présenter le passeport compte tenu des conditions. On ne l'a pas demandé en plus. Donc j'ai eu ça. Mais j'ai été également 8 jours avant enlevée à Laayoune, puisque je me rendais en fait, j'étais venue à Casablanca pour aller à Laayoune, pour aller passer des vacances chez des amis sahraouis. J'avais 3 semaines de vacances. En arrivant à Laayoune, on m'a interdit d'entrer dans la ville. Les policiers m'obligeaient à remonter dans l'avion, ce que j'ai refusé puisque je n'avais pas de décision judiciaire me disant d'éloigner de cette ville, qui n'est pas une ville marocaine, qui est une ville du Sahara occidental occupée. Et une fois qu'il n'y a eu plus personne dans l'aéroport, sauf les policiers en civil autour de moi, on m'a mis de force dans un taxi, soi-disant taxi, et 3 individus en civil m'ont éloigné, m'ont emmené à Agadir en pleine nuit. Donc j'ai passé une nuit dans cette voiture, séquestrée, les portes étaient fermées, les vitres étaient impossibles de descendre. Donc je vais vous donner cet exemple de ce que l'on peut faire à des étrangers. Imaginez ce que l'on fait aux Marocains et aux Sahraouis. Parce que les enlèvements, moi j'ai pas été torturée, j'ai été brutalisée, c'est vrai que j'ai eu le genou abîmé, une bosse. Mais à ce côté des photos que l'on reçoit des militants quand ils se font tabasser dans les manifestations, c'est rien du tout. Donc moi je n'ai pas été torturée, mais j'ai été illégalement arrêtée et illégalement enlevée. Donc voilà. Donc c'était ce témoignage que dans la discussion pour la faire. Bonjour, et Yadara, donc président de l'ASDEM. Je suis doublement honoré aujourd'hui. Honoré pour l'invitation que la MDH m'a faite pour intervenir dans ce débat. Et puis honoré d'être assis à côté d'une grande dame, en l'occurrence Radija Riadi.
Khadija Riyadi a eu le prix des droits de l'homme de l'ONU 2013. Que rarement quelques grands de ce monde l'ont eu. Et Khadija a été honorée pour son combat pour la défense des droits de l'homme au Maroc. Et par ce biais-là, Khadija a honoré le Maroc d'avoir eu ce prix. C'est pourquoi donc j'ai la joie, et je l'exprime avec force devant vous, d'être assis à côté de Khadija Riyadi aujourd'hui, et je vous demande de l'applaudir parce qu'elle le mérite amplement. Pour revenir maintenant au sujet du débat, la question quelle forme de lutte contre la répression en gros au Maroc qui s'abat et qui sévit au Maroc depuis des années et qui continue. Je veux dire simplement qu'il y a deux approches. Une approche politique et puis une approche droit de l'homme, droit de l'hommiste. Alors je vous le dis tout de suite, moi je suis un défenseur des droits de l'homme. Donc l'approche que j'ai développée, ça va plutôt être dans ce sens-là. C'est-à-dire l'apport, le regard qu'apporte un défenseur des droits de l'homme. Ceci dit, je ne suis pas nulle part. Je suis dans un contexte et donc il y a une approche politique. Mais quand je dis une approche politique, ça ne veut pas dire que je suis partisan. Je ne suis pas membre d'un quelconque parti. Mais j'ai un regard politique. Je porte en moi un regard politique sur la réalité au Maroc. Et donc, sur quelle forme peut-on agir, nous, en tant qu'humains, en tant que défenseurs des droits de l'homme, ou même en tant que citoyens, lambda? Quelle forme de lutte contre cette répression? Rapidement, donc politiquement, mon regard politique, on va dire, sans être partisan, il faut que cela cesse, il faut que ça cesse absolument et rapidement pour que le peuple marocain puisse jouir de ses droits, et pour que cela cesse, il y a à mes yeux, ou à mes yeux politiques, on va dire, sans être partisan, je le répète, encore une fois, qu'une seule façon. C'est le changement politique dans la bonne voie. Alors là, les interprétations, bien sûr, peuvent diverger, mais bon, chacun, bien sûr, a le libre arbitre et la liberté de penser. Le changement politique, pour moi, c'est que nous avons un pouvoir qui est féroce, sur tous les plans. Les amis qui sont intervenus donc avant moi ont évoqué quelques aspects des caractéristiques de la situation de la répression en Maroc. Politique, ils n'ont pas parlé de l'aspect économique, mais déjà peut-être on va revenir là-dessus, l'aspect social, l'aspect, tout ce que vous voulez, dans tous les domaines. Nous avons un pouvoir féroce qui s'exprime par la force et qui écrase tous ceux ou celles comme Khadija Riyadi et d'autres qui se mettent sur sa route. Et donc, politiquement, il n'y a qu'une seule façon de lutter contre ce pouvoir, c'est le changement. Alors, on a eu une expérience récente, le mouvement 20 février, derrière moi, qui malheureusement n'a pas donné encore ses fruits, mais dont l'esprit continue. Et espérons que cet élan va se poursuivre et va être porté surtout par les forces, les vraies forces de changement, les forces démocratiques, les forces progressistes et les forces révolutionnaires pour aller de l'avant et changer cet état de fait. Alors ça, c'est l'aspect politique. Ça, c'est ce que je pense politiquement. Maintenant, est-ce que les Marocains ont cette capacité maintenant de réaliser ce changement? Ça, c'est la grosse question. Malheureusement, on est encore loin. Il y a encore du chemin à faire. Nos forces progressistes, démocratiques
et qui se disent révolutionnaires ne sont pas encore prêtes pour le faire. Nous avons des divergences. Nous avons un État qui fait que il n'y a pas cette volonté actuellement pour se réunir et tracer et aller vers l'objectif. Bon, donc ça c'était le point de vue politique, on va dire rapidement. Maintenant, moi j'ai fait un autre choix. Je ne suis pas partisan, j'ai fait le choix de la défense des droits de l'homme dans le cadre des associations de défense des droits de l'homme telles que la MDH qui vous reçoit aujourd'hui. Ça c'était mon choix personnel. Et je continue donc à militer aux côtés de ces défenseurs des droits de l'homme pour justement essayer d'apporter une pierre à l'édifice, à ce changement démocratique dont le peuple marocain aspire. Je suis membre de l'association de défense des droits de l'homme, l'ASDOM, qui a été créée ici en France en 1984 par des démocrates. 1984 par des démocrates marocains, des exilés, des ex-exilés. À l'époque, j'étais encore étudiant, j'étais à l'UNAM, l'Union nationale des étudiants du Maroc, mais ça ne m'a pas empêché d'adhérer à l'ASDOM, parce que j'ai vu le travail qu'elle a porté, cette association. Elle est née au moment où toutes les voies démocratiques au Maroc étaient bâillonnées. Elle est née au moment où la répression battait son plein. Au moment où un citoyen qui se risquait de dire la moindre critique vis-à-vis de la politique menée au Maroc risquait donc des années et des années de prison. Michel tout à l'heure a parlé d'Abraham Salfati. Il n'y a pas que lui, malheureusement, mais beaucoup de groupes politiques, ou non d'ailleurs, qui ont souffert de cette politique. Et l'ASDOM, par ses militants ici en France, a voulu apporter donc un souffle et un élan de solidarité. C'est pourquoi nous avons constitué un réseau de relations avec nos amis démocrates français et d'autres pour apporter cette solidarité. À l'époque, il y avait des comités de lutte contre la répression au Maroc. Ça n'existe plus maintenant, mais ces militants continuent à militer à nos côtés. Et l'ASDOM, enfin les Marocains, voulaient avoir une voix marocaine à côté de ces démocrates étrangers au Maroc. Et nous avons continué notre combat pour apporter le soutien à nos amis, nos camarades qui étaient en prison ou exilés ou disparus, enlevés, disparus. Ce combat ne s'arrête pas. Malheureusement, on continue. Enfin, heureusement et malheureusement, on continue à le faire parce que nous avons du pain sur la planche. Il y a 2 ans, l'ASDOM, dans le cadre de ses actions donc, militantes, nous avons décidé de mettre en place une campagne internationale de parrainage des prisonniers politiques. C'est un des aspects de nos luttes pour les droits de l'homme. Alors, pourquoi une campagne de parrainage des prisonniers politiques? Pourquoi ce choix-là? Parce que nous considérons que un citoyen marocain, quel qu'il soit, militant, pas militant, partisan, pas partisan, mis en prison, à l'isolement, souffre de l'isolement justement. Et le fait de recevoir une lettre d'un parrain ou d'une marraine vaut beaucoup pour lui. C'est très important qu'il réalise que quelqu'un, quelque part dans ce monde-là, pense à lui, à sa famille. Il lui envoie une lettre. On sait pertinemment que les lettres n'arrivent pas. Mais on fait tout pour le faire savoir. Pour faire savoir qu'un tel emprisonné dans telle prison est parrainé par un tel et qui pense à lui, à sa famille. Ça réconforte beaucoup et ça encourage.
ça encourage les militants marocains et les défenseurs des droits de l'homme à continuer dans leur combat. Et autre chose, c'est pour montrer aussi aux responsables marocains, à l'État marocain, à l'ambassade et aux sécuritaires au Maroc, que ces prisonniers politiques d'opinion ne sont pas isolés, qu'ils sont soutenus. Et c'est ça l'objet de ces rencontres qu'on fait ensemble, avec la MDH, avec d'autres partis démocratiques, organisations, défense des droits de l'homme, marocains et autres, pour dire non, ne n'oublions pas, ne les oublions pas, ces victimes de la répression au Maroc sont nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, sont les nôtres. Et on ne les oublie pas. Donc cette campagne de parrainage continue. Nous avons listé avec le peu de moyens qu'on a, parce qu'il faut se dire que pour nous, l'ASDOM, nous ne sommes pas subventionnés. Nous n'avons pas de salariés. Nous avons que des cœurs, nous avons que des volontés et des militants qui se donnent à fond de leur temps, de leur argent, pour apporter ce peu de soutien à ces victimes qui sont dans les jeunes marocains. Nous avons construit donc des listes en partenariat avec nos amis de la MDH, avec des familles, avec les militants eux-mêmes, avec les victimes directement des fois. Et nous avons une rubrique spéciale qui est dédiée à ce parrainage sur le site de l'ASDOM, Association Défense des droits de l'homme, asdom.org. Tout le monde peut le consulter, vous avez tous les dossiers actualisés régulièrement. Et depuis 2 ans, nous publions donc chaque semaine un point, qu'on appelle un point hebdomadaire, où nous essayons de respecter la régularité, mais quand on ne peut pas, on le dit, on s'excuse, mais bon, c'est comme ça, ce sont nos moyens pour mettre à jour donc ces listes, informer de ce qui se passe sur toutes les atteintes aux droits de l'homme au Maroc, informer les parrains et les marraines s'il y a des changements, s'il y a des condamnations, des nouvelles, comme la dernièrement celle de Wafa, Michel l'a rappelé, Wafa Sharaf à Tanger, et d'autres. Il y en a plein. Tous les jours, malheureusement. Tous les jours, nous recevons des informations concernant des atteintes aux droits de l'homme. On ne peut pas les lister. Mais bon, nous faisons un point chiffré chaque semaine. Et le dernier point hebdomadaire qu'on a fait, c'était avant les vacances, parce qu'on a pris quand même quelques vacances pour nous. On n'est pas des professionnels, je le rappelle. Le dernier point chiffré, c'était 334 victimes de la répression. Soit en prison, soit en attente d'être jugées. 334. Avec des groupes répertoriés, donc nous avons les étudiants de l'UNEM à Fès, pratiquement, enfin essentiellement, à Meknes, à Marrakech, pardon. Nous avons aussi des enseignants, des chômeurs diplômés. Nous avons aussi des Sahraouis, Michel l'a rappelé. Nous avons des Amazirs, nous avons de tout. Nous avons même des avocats, des journalistes. Vous vous rendez compte, tout le monde est concerné par cette répression. Et nous essayons donc de leur apporter ce petit souffle, ce soutien, avec le peu de moyens qu'on a. Et je crois que Khadija va développer encore beaucoup plus que moi. Donc je vous invite à aller sur le site de l'ASDOM pour avoir plus de renseignements sur la campagne de parrainage. C'est très important pour nous. C'est un aspect pour une forme de lutte contre la répression. Mais je le répète, c'est qu'un aspect, bien sûr, c'est notre point de vue. Nous essayons d'apporter cette pierre à l'édifice. Et voilà. Merci beaucoup. Je remercie la MDH pour cette invitation et je pense qu'on a besoin en fait d'échanger, de débattre sur la situation des droits de l'homme au Maroc. Je tiens aussi à rétablir en fait les félicitations à Khadija Riadi, même si on avait déjà envoyé une lettre de félicitations au nom de tous les militants de l'association des Marocains en France.
Voilà, donc je la félicite et on compte beaucoup sur la MDH au Maroc pour mener le combat pour une réelle démocratie et pour défendre les droits de l'homme au Maroc. Voilà, donc moi, je vais vous faire tout simplement un petit bref exposé sur la situation en fait d'abord vous présenter l'association des Marocains en France. Donc l'association des Marocains en France en fait c'est une des plus vieilles associations de migration. Elle a été créée en 1960 par Mehdi Boubarka et un groupe d'exilés politiques d'étudiants marocains qui ont en fait mis au premier plan la défense de la démocratie au Maroc et des libertés. Et donc cette association a évolué par la suite puisqu'elle a commencé un petit peu, elle est installée en France, elle a commencé un petit peu à s'intéresser aussi aux questions des droits des migrants. Donc elle a évolué peu à peu avec l'évolution de l'immigration marocaine. Et la défense des droits des migrants, mais parallèlement rester sur la ligne aussi des défenses des libertés et de la démocratie et le soutien au combat et aux luttes de nos camarades marocains au Maroc. Nous sommes conscients, en fait, on suit de près les changements et la réalité aussi au Maroc et on est d'autant plus déçus que après en fait, le vent du printemps arabe, malheureusement, on pensait que les choses allaient changer réellement, même au Maroc. Et malheureusement, cette situation au Maroc a pu faire croire au monde entier, je dirais, à l'Europe, que le Maroc est un pays stable et parce que justement, il y a un projet, c'est un pays qui œuvre pour une réelle démocratisation du système, mais bon, il a bluffé tout le monde malheureusement et que même quand on essaye d'interpeller les médias, on n'a pas vraiment de réponse parce que par rapport à ce qui se passe au monde, le Maroc reste vraiment un exemple, sauf qu'on la réalité n'est pas, je pense, aussi claire pour tout le monde. Donc la situation, même si elle fait croire à une stabilité, on constate, nous, en tout cas, avec le peu, essayons de suivre l'échec d'abord de la démocratisation, la réalité qui n'a pas changé, mais on a remarqué aussi, on a constaté que le changement, c'était tout simplement dans les formes de cette réalité. La répression continue. Donc après les années de Hassan II où la répression elle était directe, où vraiment ça se passait avec le bâton et voilà, le bâton et le carotte, même pas je dirais les bâtons et les balles pour réprimer les mouvements de la population ou les rassemblements et autres. La situation a changé aujourd'hui comment ? Je pense que le pouvoir aujourd'hui en place, il a essayé tout simplement d'être un peu plus intelligent et de commencer d'abord à institutionnaliser les oppositions. Donc rapprocher quelques militants d'anciens partis politiques de gauche et commencer un petit peu à les intégrer dans le système et comme ça il a réussi à faire une façade justement de ce changement que l'Europe espère, il veut voir justement. Ça c'est la première chose. Il a essayé tout simplement de récupérer, détourner les revendications, soit en essayant de gagner du temps, comme ce qui s'est passé justement avec le mouvement du février, ou bien il a essayé aussi d'affaiblir ces mouvements sociaux, le mouvement du février, la participation populaire, en essayant de gagner du temps. Et la répression, comme elle se présente, Ayad vient de dresser un tableau justement des militants emprisonnés, sachant qu'aujourd'hui on dit qu'il n'y a plus de prisonniers politiques au Maroc et c'est même je veux dire, même ici en Europe auprès
des médias, ben pour eux, il n'y a pas de prisonniers politiques au Maroc. Donc je pense que nos amis et nos camarades d'avant, ils ont certainement donné quelques exemples. L'exemple en fait de l'exemple de Wafa Sharaf. Donc la répression, soit elle est individuelle, soit elle est en groupe, soit elle est face sous toutes les formes. Juste pour que je donne un petit peu une vision un petit peu des problèmes puisque nous sommes une association qui travaille aussi sur l'immigration, et ben c'est la même situation en fait des migrants en Europe ou bien la migration subsaharienne au Maroc. En fait, on voit que la situation est pratiquement elle est identique. Au niveau européen, il y a une régression au niveau des acquis des droits des migrants. On a réussi petit à petit à fermer les circuits et à donner les moyens aussi au Maroc pour qu'il soit pour qu'il fasse le gendarme en fait de l'Europe et pour réprimer justement l'immigration quelle que soit, en fait, surtout l'immigration subsaharienne. Et je pense que grâce justement à... Alors, pour répondre justement à la question du débat d'aujourd'hui, qui est l'outil mettre en place pour militer et pour défendre les droits de l'homme, je pense que la première réponse que j'apporterai moi, c'est d'abord de faire connaître les atteintes aux droits de l'homme. Et moi, je rentre justement les atteintes aux droits des migrants dans les atteintes aux droits de l'homme en général, parce qu'il y a des conventions internationales qui ne sont pas respectées, il y a des attaques justement d'agressions physiques. Et là, même en France dernièrement, il y a un migrant qui est mort étouffé soi-disant dans une fargonnette en allant vers le centre de rétention. Donc c'est ça des exemples qui se répètent assez souvent. Et encore en France, on arrive à dénoncer, mais pour le Maroc, malheureusement, la situation des subsahariens, malheureusement, il y a l'ampleur en fait de l'attaque n'est pas assez couverte, parce qu'on essaie de soulever de temps en temps quelques exemples et qu'on relate nous ici en France à travers nos communiqués, mais la plupart en fait des cas ne sont pas connus, ils ne sont pas parce qu'il n'y a pas l'organisation en fait l'immigration subsaharienne commence à s'organiser au Maroc. Et je dirais qu'elle commence à s'organiser aussi, c'est grâce aux associations démocratiques au Maroc, telles que la NDH, telles que l'apport des associations qui ont participé au forum social, que ce soit maghrébin ou mondial. On a donné vraiment une place assez importante justement aux atteintes aux droits des migrants subsahariens, que ce soit au Maghreb. Et donc il y a eu un accompagnement à ces associations pour se constituer, pour s'organiser, et qui commence maintenant, et c'est grâce à leur lutte que le Maroc a pu dernièrement régulariser une petite partie. Donc je pense que la réponse donc, si la question, c'est que d'abord en fait, il faudrait qu'on arrive à avoir, à réaliser une certaine unité organique entre les associations qui travaillent aussi parallèlement par les partis politiques. Je pense que pour affaiblir le système marzénien, je pense que notre rôle est beaucoup plus important ici en Europe, puisque le point faible de au Maroc, c'est surtout l'image et son image vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'extérieur. Et j'ai les souvenirs en fait de combats qu'on a luttés auparavant pour interdire en fait, pour empêcher le financement de projets par l'Union européenne pour le Maroc, ce qui a vraiment a causé en fait a sali l'image du Maroc, puisqu'il y a des militants
donc se sont déplacés, sont allés au Parlement européen pour justement expliquer et parler de la réalité des droits de l'homme au Maroc. Et je pense que si on a déjà cette ligne justement de s'unifier, de s'organiser et de faire connaître et d'interpeller les médias, je pense aussi que ça peut être une forme de résistance et de soutien justement à l'évolution démocratique au Maroc et au respect des droits de l'homme. Merci. Je passe la parole. Merci Sophia, merci à tous et à toutes d'être là. Je vous remercie de l'intérêt que vous donnez à la lutte des Marocains et Marocaines pour la démocratie, pour la dignité, pour la justice sociale. Je voudrais quand même dire un mot et je remercie mes camarades pour leurs félicitations. Je dirais aussi que ce prix de l'ONU, c'est en fait une reconnaissance pour tout le mouvement des droits humains marocains, pour toutes les militantes et tous les militants marocains pour la démocratie. Et bien sûr, ça ne peut que nous encourager pour aller encore plus et aller de l'avant dans notre travail. Bien sûr, je ne me compare nullement des grands hommes et femmes qui ont eu ce prix. Nous sommes des militants de terrain, nous sommes surtout des militants et militantes qui travaillent sur des dossiers de droits humains dans des associations, des ONG, etc. Donc pour la situation des droits humains, je voudrais d'abord rappeler que la MDH, peut-être la majorité ici la connaissent déjà, est une ONG créée en 1979. Elle a actuellement 14 000 membres, elle se trouve sur toutes les villes du Maroc avec 97 sections. Avec des sections en France aussi, à Paris, à Lille, à Bruxelles et à Madrid. C'est une ONG bien sûr qui a pour référentiel, le seul référentiel, c'est le référentiel universel des droits de l'homme, des droits humains. Sur cette base-là, qu'elle évalue la situation des droits humains au Maroc, elle ne reconnaît pas les spécificités qui sont généralement utilisées ou instrumentalisées pour limiter les droits de l'homme, pour limiter le respect des droits humains au Maroc. Je voudrais aussi dire que la MDH n'est pas seule sur le terrain marocain, il y a tout un mouvement des droits humains qui est actuellement organisé dans un réseau qui s'appelle le collectif marocain des instances des droits de l'homme, que j'en parlerai par la suite quand je parlerai des formes de lutte au Maroc actuellement. Pour parler bien sûr des formes de lutte, il faut faire un petit aperçu sur la répression qui se passe actuellement au Maroc. C'est vrai que nous la connaissons en général tous et toutes, on suit un peu ce qui se passe au Maroc, mais je voudrais quand même rappeler que c'est vrai qu'on m'a dit, Saad, l'État marocain fait tout pour donner une fausse image sur la situation au Maroc. C'est presque l'axe primordial de sa politique étrangère, c'est de donner une image comme quoi c'est un pays qui fait l'exception dans la région, c'est un pays où il y a une évolution du point de vue démocratique, où les droits humains ça avance, etc. Tout ça on le sait. Il y a plein d'initiatives à ce niveau-là. Nous avons tous entendu parler de l'instance équité et réconciliation qui a un peu étudié, examiné les dossiers de répression au moment des années de plan et toutes les recommandations qui sont sorties de cette initiative. Il y a aussi, on a entendu parler du code de la famille, du code du travail, du plan pour l'égalité entre hommes et femmes. Il y a plein d'initiatives sur là. On parle aussi de l'initiative nationale pour le développement humain. Donc il y a plein d'initiatives, plein de plans, plein de choses qui se font, mais en parlant de l'impact de ces initiatives sur la réalité des choses, les indicateurs sont tout le temps en baisse, que ce soit l'indicateur sur le développement humain, que ce soit l'indicateur sur l'enseignement, sur la santé. Plein d'indicateurs montrent qu'on est dans un pays où les droits ne sont pas respectés, où les choses vont très très mal. Sur la répression, ça touche presque tous les domaines. Le droit d'association, encore aujourd'hui, les associations qui veulent déposer leur dossier pour avoir le récépissé n'arrivent pas à le faire par appui de pouvoir, parce qu'il s'agit d'associations qui certainement, le pouvoir pense que c'est des associations qui vont militer, qui vont dénoncer encore une fois la répression qui se passe, qui vont faire de la pression pour améliorer les choses au Maroc. La liberté de rassemblement, il ne se passe pas un jour où des rassemblements pacifiques sont réprimés, où la matraque n'est pas utilisée par les forces de l'ordre contre les manifestants pacifiques. Il y a même des arrestations et plein de choses. Donc non seulement les chômeurs, les jeunes diplômés en chômage qui chaque jour manifestent, mais aussi actuellement plusieurs manifestations se passent dans différentes régions du Maroc.
Ça, c'est l'évolution positive qu'on a eue. C'est que même avant le mouvement du 20 février, mais aussi après, les Marocains ne se taisent plus, ils manifestent, ils revendiquent. Ils s'affrontent même avec les forces de l'ordre quand elles sont là pour les réprimer. Donc il y a un mouvement social très important, un mouvement protestataire très présent. On le trouve dans des régions rurales très lointaines où avant les citoyens et citoyennes avaient peur de la gendarme, des gendarmes avaient peur de petits agents d'autorité. Actuellement, il y a une volonté de militer, une volonté donc de ne plus se taire. Il y a un sentiment de dignité qui s'est installé suite aux différentes luttes des Marocains et Marocaines. La presse souffre aussi au Maroc. Nous avons des journalistes en prison. Il y a Kisnaoui, un journaliste en prison, mais il y a plein de procès. L'affaire Hanouzla, tout le monde la connaît. Il est encore poursuivi devant la justice, bien qu'il a été libéré. Il est libéré provisoirement, il est encore poursuivi. Et dans quelques jours, ce sera le premier anniversaire de son arrestation qui a lieu le 17 septembre. Je parle aussi des tortures. On a peiné en tant qu'MDH, en tant que mouvement de droits humains, pour démontrer que la torture continue au Maroc. Parce que l'État a tout fait pour donner une image comme quoi la torture c'est fini au Maroc, surtout après l'instance sécuritaire en conciliation. On nous a traités de menteurs, d'associations qui fait de la politique, de nihilistes, etc. On nous a traités de tous les termes parce qu'on a continué à dénoncer la torture. Grâce à cette lutte, on a pu avoir maintenant des rapports de l'ONU qui dénoncent la torture. Et dernièrement, le rapport sur le Maroc qui a été présenté au Conseil des droits de l'homme de Genève, il a même dit que la torture est systématique au Maroc. Donc c'est un terme qui a toujours été un terme de débat, en fait, pas de débat, mais on a toujours démontré, nous, en tant que défenseurs des droits humains, que la torture a toujours été systématique au Maroc, et l'État a toujours dit que non, c'est des cas isolés, la torture n'est plus comme avant, etc. Donc, mais heureusement, avec la lutte du mouvement des droits humains, on a démontré que, heureusement, mais malheureusement aussi, bien sûr, que la torture continue dans notre pays. C'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une belle chose, mais heureusement que l'État n'arrive plus à cacher la réelle situation de la torture au Maroc. Je crois les avocats présents ici ont parlé de quelques cas, mais c'est des cas qui ont pu avoir accès à la justice française. Les Marocains n'ont pas cette chance. Malheureusement, la justice au Maroc, c'est une justice instrumentalisée, qui est encore sous la mainmise de l'État, qui est utilisée par l'État, et donc c'est un instrument en fait qui sert à blanchir les violations de droits humains, qui sert à faire sortir des peines contre les défenseurs, contre les activistes, etc. Donc on n'arrive pas, la justice n'est pas indépendante pour respecter et pour surtout protéger les droits et libertés. Ça c'est un gros problème parce que l'impunité au Maroc, c'est une vraie entrave à la démocratie et aux droits humains. Les procès inéquitables, donc j'en ai parlé. Il faut dire aussi qu'il y a la détention politique, des dizaines de prisonniers politiques sont dans le prison marocain et on continue encore à passer les jeunes devant, les jeunes et les moins jeunes, devant les tribunaux et les mettre en prison pour leur activisme, pour leur appartenance, que ce soit du mouvement du 20 février, des étudiants de l'UNEM, des Sahraouis, les islamistes, dans ce qu'on appelle la lutte contre la torture, qui a été un moyen pour mettre des dizaines et des dizaines de personnes dans la prison sans aucune preuve dans ce qu'on leur reproche. Donc la répression a augmenté ces derniers jours au Maroc. Elle a augmenté surtout envers le mouvement des droits humains. Le 15 juillet, le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration au Parlement et il a traité les ONG des droits humains de traîtres, de salir l'image du Maroc, d'entraver l'effort des autorités contre le terrorisme, etc. Donc c'est un message qui a été donné aux autorités marocaines. Actuellement, toutes les activités de la MDH dans des espaces publics sont interdites. Depuis juillet, le 15 juillet jusqu'à maintenant, pour la première fois depuis 11 ans, les colonies de vacances, les camps des jeunes que la MDH organise chaque été au profit des jeunes pour diffuser les valeurs des droits humains, pour faire la formation sur les droits de l'homme, et là, ils ont été interdites. Ils n'ont jamais été interdits depuis 11 ans. La même chose la même chose bien sûr pour Amnesty International. Pour la première fois, Amnesty International se trouve en face d'une interdiction illégale et arbitraire du campement des jeunes qu'elle fait aussi, auquel ils sont invités des jeunes de toute la région du Maghreb et du MENA. Et pour l'MDH, non seulement les colonies de vacances pour les jeunes, mais toutes les activités organisées dans toutes les sections du Maroc
il est impossible maintenant pour l'MDH d'avoir une salle publique ou un espace public. Donc c'est la répression pure et dure contre les défenseurs des droits humains, ce qui s'ajoute déjà à ce qui se passe dans les procès inéquitables, dans l'utilisation de la force publique, etc. Bien sûr, on a toujours lié les droits, la répression, l'atteinte des droits et les violations des droits politiques et civils avec l'atteinte des violations économiques, sociales et culturelles. Parce que ce qui est la cible en fait, et l'objectif, c'est d'interdire toute critique, toute analyse, toute revendication, toute information sur les violations qui se passent au niveau économique, social et culturel, le pillage de l'argent public, l'atteinte au droit à la santé, le droit à l'habitat décent, le droit à l'enseignement. Il y a, comme j'en ai parlé, des indicateurs alarmants à tous ces niveaux-là. Donc, cette répression, en fait, c'est une double répression. L'atteinte au droit économique, social et culturel, mais aussi la répression contre toutes les voix qui dénoncent, toutes les voix qui militent, toutes les voix qui refusent cette situation-là. Alors, quelle perspective? Je ne vais pas faire long sur les violations parce qu'on sait ce qui se passe au Maroc. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un mouvement qui lutte, un mouvement qui dénonce, un mouvement qui ne se tait pas. Les formes de lutte sont énormes. Il y a plusieurs formes de lutte qu'on peut mener, qu'on mène déjà au Maroc. Puisque la répression augmente, on n'a pas le choix, il faut que la lutte aussi augmente, il faut que la lutte soit plus active et plus présente. Il y a des problèmes bien sûr qui entravent cette lutte. Il y en a qui en ont déjà parlé, mes amis ici, l'émiettement du mouvement démocratique, la désinformation, la division, l'ignorance, l'analphabétisme, plein de choses, la crise de valeurs que nous avons dans la société. Il y a plein de choses qui entravent un peu cette lutte des démocrates pour la démocratie et pour les droits humains. Mais ça n'empêche qu'il y a une grande volonté de militantisme et de lutte. Il y a beaucoup de sacrifices qui se font à tous les niveaux. Donc toutes les formes de lutte sont nécessaires. C'est d'abord bien sûr une affaire politique, parce que la démocratie c'est d'abord une affaire de partis politiques. C'est une lutte politique qui doit s'installer, qui doit être là. Elle est là, les militants politiques ont fait beaucoup de sacrifices. On a toujours eu des dizaines et des dizaines de prisonniers politiques au Maroc. Actuellement, le champ politique connaît de gros problèmes parce que c'est une volonté déjà de l'ancien règne de vraiment émietter le champ politique, de le rendre, c'est-à-dire les valeurs de la lutte politique ont été vraiment atteintes, si on peut dire. Actuellement, la répression atteint toutes les luttes politiques qui sont encore là, qui sont sérieuses et qui peuvent vraiment donner des résultats. Par contre, il y a un populisme qui s'installe dans la société, qui est encouragé par l'État, et une émission. L'État s'immisce dans les affaires des partis politiques à l'intérieur. Il y a de moins en moins de partis politiques autonomes qui peuvent être vraiment indépendants et peuvent faire un contre-pouvoir. Donc c'est une lutte des partis politiques. Notre rôle en tant que défenseur, c'est de militer pour qu'il y ait une liberté d'organisation de ces partis politiques, pour qu'il y ait une liberté d'expression, pour qu'il y ait toutes les libertés nécessaires pour que les luttes politiques se fassent dans de meilleures conditions, pour que les partis politiques puissent trouver toutes les conditions de s'organiser, de militer et de jouer leur rôle. En tant que défenseur des droits humains, il y a des principes dans notre lutte qui sont nécessaires, auxquels on s'attache. D'abord, c'est le principe d'indivisibilité des droits. C'est un principe important. On ne peut pas militer pour la liberté d'expression si on ne milite pas aussi pour le droit à l'enseignement, pour le droit à la santé, contre la corruption et contre tous les autres atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels. Le principe de globalité et d'indivisibilité, donc c'est un problème très important. Le principe d'universalité aussi, parce que c'est un principe qui est important. Comme j'ai dit au début, on refuse qu'il y ait l'utilisation et l'instrumentalisation des spécificités religieuses ou politiques ou culturelles pour entraver le droit humain au Maroc. Donc on est pour l'universalité de droit, c'est aussi un principe qui nous aide à installer une solidarité internationale pour les droits humains. Tous les êtres humains sont égaux, partout dans le monde, la dignité est la même. Donc notre lutte pour les droits humains au Maroc, c'est aussi une lutte pour les droits humains dans le monde entier. C'est pour ça qu'ici en France et en Europe, il y a toujours eu, mon ami, on a déjà parlé qu'il y a eu une grande lutte des démocrates français, des Marocains qui résident en France pour le soutien et la solidarité avec les luttes des Marocains en Maroc. Et cette situation, on en est encore là. Et cette lutte, on en a encore besoin.
pas seulement pour soutenir les luttes des Marocains au Maroc, mais aussi pour faire de la pression contre les pouvoirs en Europe, contre les États européens qui profitent de l'absence de démocratie dans notre pays, qui profitent de la situation de la répression dans notre pays. Donc c'est une lutte de soutien, de solidarité, mais aussi une lutte pour les droits des peuples en général, les droits du peuple marocain et de tous les peuples qui militent encore pour la démocratie, pour les droits humains. Les formes de lutte existantes au Maroc sont diverses, comme j'ai dit. Il y a une lutte syndicale très importante. C'est vrai que les syndicats, les centrales syndicales les plus grandes, on ne les entend pas, on ne voit pas leur présence, mais il y a des luttes syndicales de salariés partout dans les différentes régions du Maroc. Il y a des syndicalistes en prison, il y a des procès inéquitables contre les syndicalistes, il y a même des cadres qui sont licenciés pour avoir créé un syndicat. Je donne l'exemple d'ingénieurs qui sont licenciés de l'Office chérifien des phosphates. C'est la plus grande entreprise marocaine de l'État, et ils ont été licenciés juste parce qu'ils ont créé un syndicat. Donc il est encore le fait d'appartenir à un syndicat, le fait de créer un syndicat, surtout au secteur privé, est encore un crime au Maroc. On risque son poste, on risque de se trouver en prison si on adhère à un syndicat. Les luttes existent dans d'autres champs, bien sûr. Il y a la lutte des femmes au Maroc qui est très importante. Les femmes ont réalisé beaucoup de choses, ont réalisé des acquis, mais ils sont encore très minimes par rapport aux obligations du respect de la dignité des femmes. Le Code de la famille qui a été présenté comme étant une grande avancée, c'est vrai par rapport à l'ancienne loi, c'est une grande avancée, mais on est encore devant une loi qui est pleine d'injustices contre les femmes. En ce qui concerne la succession, les femmes méritent encore la moitié de la part des hommes. La femme musulmane n'a pas le droit de se marier à un non-musulman, alors que le Marocain musulman peut se marier à une femme non-musulmane. Il y a l'âge du mariage qui est encore une atteinte aux droits des petites filles. Le mariage des mineurs est répandu au Maroc. Il y a également le fait que les mères n'ont pas le droit à l'autorité matrimoniale sur leurs enfants par rapport donc, au père. Donc il y a plein d'injustices. Il y a aussi la polygamie qui continue à être... Oui, il y a aussi toutes les... Pas seulement la déclaration du Premier ministre, c'est que même ce qui a été mis en place suite à la pression des ONG de femmes en tant que plan d'action, en tant que projet, il est actuellement bloqué par le nouveau gouvernement qui est présidé par les islamistes. Et donc beaucoup de choses sont je donne l'exemple par exemple de plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui a été mis en place par l'ancienne ministre, actuellement bloqué. La sensibilisation contre la violence à l'égard des femmes qui se faisait chaque année, et elle ne s'est pas faite ces 3 dernières années suite à la présence de ce nouveau gouvernement. Donc il y a un recul par rapport aux droits des femmes, mais la lutte continue. Nous avons aussi une lutte des jeunes, aussi bien les jeunes diplômés en chômage qui sont tout le temps dans la rue, tout le temps devant les forces de l'ordre, victimes de répression, mais aussi des étudiants qui se trouvent dans les différentes régions du Maroc et qui font beaucoup de sacrifices. Il y a aussi une lutte pour les valeurs humaines, parce que les droits de l'homme, c'est pas seulement des lois et des législations, mais aussi des valeurs. Le dernier congrès de la MDH, on a fait son slogan le plus important, c'est de diffuser les valeurs humaines dans la société, parce qu'il y a aussi une crise de valeurs dans la société qui est le résultat des politiques sociales. Je ne fais pas ici de la morale, mais les politiques marocaines, les politiques officielles, les politiques de l'État sont responsables de cette crise de valeurs qui se trouve dans la société, la violence qui s'installe, la perte de repères, plein de problèmes sociaux suite donc à ces politiques publiques de l'État. Et c'est un champ de bataille aussi, c'est une forme de lutte qu'on doit mener pour instaurer les principes de solidarité, de dignité, d'égalité et aussi de la valeur et la sacralité de la vie qu'on doit mener. Je parlerai encore donc, pour ne pas être long, parce qu'après peut-être avec les questions et les choses qui vous intéressent, ce sera plus pratique d'en parler. Je voudrais juste dire que le mouvement des droits humains mène des luttes acharnées. Dernièrement, donc, il y a presque une année, en décembre dernier, le collectif marocain des instances de droits humains, qui regroupe 22 ONG que je coordonne moi-même, a mis en place une charte nationale qui regroupe un peu les luttes, les valeurs, les principes, les objectifs de notre travail, qui d'abord vise continuer la lutte pour une constitution démocratique qui donne vraiment droit au peuple marocain à l'autodétermination,
l'indépendance de la justice, les libertés publiques, les libertés individuelles, la lutte contre la peine de mort, qui est un champ très important. Je rappelle dernièrement qu'il y a eu un réseau de parlementaires contre la peine de mort, mais lorsque le projet de loi sur le tribunal militaire a été présenté au Parlement pour le vote, on a voté à l'unanimité sur ce projet, sur cette loi, alors qu'il contient encore plusieurs cas de peine de mort. Donc c'est vraiment pour dire quel genre de parlementaires nous avons, quel genre de parlement existe au Maroc. La lutte contre donc, la peine de mort, la lutte contre la torture. Je rappelle que le Maroc a ratifié le protocole relatif à la convention sur la torture, la convention d'élimination de la torture. Il a été publié sur le bulletin officiel, mais la procédure devant l'ONU n'est pas encore faite. Et je rappelle ici que l'État veut, enfin on voit et on sent qu'il y a une volonté de donner au CNDH la responsabilité de l'instance qui va superviser et surveiller les lieux de détention, parce que le protocole, c'est ça son rôle. Alors là, c'est une chose que le mouvement du droit de l'homme n'accepte pas, en tout cas pas tout le mouvement des droits humains, parce que le CNDH déjà maintenant refuse de parler de prisonniers politiques. Les responsables du CNDH déclarent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Maroc. Les responsables du CNDH considèrent que l'atteinte au droit à manifester n'est pas un problème, puisque ces gens-là sont hors la loi, ils ne respectent pas les lois. Donc s'il y a l'utilisation de la force, c'est que les autorités ont le droit d'utiliser la force. Donc il y a un vrai problème, ce serait vraiment très dangereux de donner au CNDH la responsabilité donc sur cette instance, c'est-à-dire l'instance qui va être responsable de la supervision et le contrôle des lieux de détention. La transparence et la bonne gouvernance est une lutte aussi qui est présente au Maroc. Il y a des ONG spécialisées, mais dans la charte nationale des droits de l'homme, des droits humains qui a été donc annoncée par le collectif, il contient aussi cet aspect-là. Les droits du travail et les travailleurs, les droits d'accès à la santé, le droit à l'enseignement, le droit à la vie digne. Et je rappelle aussi le droit à l'information, dont un projet de loi est en cours de préparation, qui est aussi dénoncé par le mouvement des droits humains, dénoncé par les ONG spécialisées dans le domaine de l'information, de la presse, etc. Parce que c'est un projet de loi qui est nullement en mesure de faire valoir et de faire respecter le droit à l'information, pour lequel les ONG ont déjà déposé plusieurs mémorandums devant les responsables. Il est aussi une lutte pour mettre fin à l'impunité, pour la libération des prisonniers politiques et pour le respect des lois au Maroc, parce que nous sommes dans un état de non-droit où les lois sont mises en place mais ne sont jamais, ou presque souvent, sont presque jamais respectées. Et le mot d'ordre principal des luttes qui devait être mis en place maintenant, c'est l'unité des luttes, c'est la solidarité. Ce sont deux mots qui doivent être vraiment le socle et les deux principes de notre lutte actuellement pour faire des avancées. Je rappelle que le mouvement du 20 février avait fait une avancée très importante, puisqu'il a vraiment incarné cette unité de toutes les forces qui militent pour le changement au Maroc, de toutes les forces aussi bien politiques qu'ONG, que syndicats, etc., qui luttent pour le changement, qui luttent pour la démocratie. C'est vrai que le mouvement du 20 février a été affaibli actuellement avec la répression, avec plusieurs autres raisons et facteurs que peut-être on aura le temps d'en débattre plus tard, mais il est encore là, il incarne encore cette lutte des Marocains pour la démocratie et pour le changement. Donc il faut renforcer donc à mon avis, une des formes de lutte qu'on doit continuer à faire, c'est de renforcer ce mouvement. Le 21 de ce mois sera une sortie encore de ce mouvement pour les droits humains en général, mais aussi contre les projets qui sont mis en place. C'est des projets très dangereux, y compris le projet, ce qu'on appelle la réforme de la retraite au Maroc, qui est tout simplement une atteinte aux droits des salariés, des fonctionnaires, puisque les trois principes de cette réforme, c'est d'augmenter la cotisation des salariés,
c'est d'augmenter l'âge de la retraite de 5 ans et de réduire la pension par la suite. Donc c'est encore une fois les Marocains qui vont payer le résultat du pillage de l'argent public, le résultat du pillage de cette caisse qui a duré des années. Donc je m'arrêterai là parce que peut-être j'ai fait trop long. Peut-être dans les questions on aura des choses plus... des aspects qui vous intéressent, peut-être qu'on va les débattre plus en profondeur. Mais je voudrais juste dire que la solidarité pour nous n'est pas seulement un principe qui doit être utilisé ou renforcé au niveau du Maroc, parce que déjà nous voyons qu'il y a une avancée des luttes unifiées au Maroc. Les étudiants ont fait le 23 mars dernier une manifestation très importante, parce que depuis des années les étudiants n'ont pas manifesté d'une façon unifiée. Tous les courants politiques sont descendus de la rue dans ce jour qui est très important, qui est symbolique dans la lutte des étudiants marocains, dans la lutte des Marocains en général. Le mouvement des droits humains est déjà dans le cadre de ce collectif unifié. Il y a les syndicats aussi qui s'unifient de plus en plus. Il y a donc une volonté et une conscience qui s'installe de l'importance de l'unité et de la solidarité. Mais nous avons aussi besoin de cette solidarité de tous les démocrates dans le monde, y compris dans l'Europe, puisque c'est la plus proche pour nous au Maroc, surtout que nous avons des causes et des questions communes qu'on doit défendre. Donc merci encore une fois et je vous laisse la parole. Merci à nos invités pour leur intervention.